Vous avez tous entendu parler de l'histoire de Sabrina Mongeon, cette jeune femme qui s'est fait amputer de ses 4 membres à la suite d'un accident de la route qui est survenu la nuit du 24 décembre dernier. On reçoit aujourd'hui à Tribune locale sa sœur, Samantha Mongeon, qui vient nous donner de ses nouvelles. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à Tribune locale. Vous allez reconnaître son visage, vous allez reconnaître sa voix également, puisqu'elle a offert plusieurs entrevues dans les différents médias partout au Québec au cours des dernières semaines. Samantha, bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ma première question, et tu le comprendras, elle est logique, elle est très normale. Comment va ta sœur au moment où on se parle? Elle va très bien. La douleur a beaucoup diminué. Elle a réussi à faire des belles nuits. Alors, du repos, ça l'aide à la guérison aussi, là. Elle vit jour le jour, puis je pense que ça l'aide beaucoup. Elle est toujours à Montréal au moment où on se parle? Oui, Ouais. elle est toujours à Montréal pour quelques semaines encore. C'est un temps indéterminé. Ça dépend vraiment de comment que la guérison procède. Pour l'instant, ça va bien, puis on espère que ça va être bientôt. Tu dis encore pour les prochaines semaines, est-ce que l'objectif est de revenir dans la région? Ça dépend encore. On cherche le meilleur centre pour Sabrina. Peu importe où que ça va se situer, on veut qu'elle puisse avoir les meilleurs soins pour sa situation à elle. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Je veux savoir ça. Elle prend des médicaments. Là, justement, vu que son transfert est prévu pour les prochaines semaines, il commence à diminuer certains médicaments pour voir comment son corps réagit, pour voir si Sabrina est prête à diminuer les médicaments puis se faire transférer. Pour l'instant, ça regarde bien, ce qui veut dire que les douleurs sont moins importantes. C'est sûr que maintenant amputée, l'infection est partie. Je crois que qu'est-ce qui est vraiment douloureux pour le moment, c'est vraiment les brûlures au 3e degré qu'elle a. Je veux puis tu l'as dit beaucoup dans les médias dernièrement, mais je veux quand même qu'on se remémore un peu ce qui s'est passé. Dans la nuit du 24 décembre, elle a pris le volant, elle partait, je crois, de chez ta mère, qui était à Loxville, dans le Pontiac. Et c'était la veille de Noël, c'est bien ça? Exactement, c'est la veille de Noël. Préalablement, on s'avait appelé pour planifier à cause que nous, notre souper de Noël, c'était vraiment le 25. On avait tout planifié notre soirée du 25. Vers peut-être 2 heures, 1h30, 2 heures du matin, Sabrina est partie, elle a pris la 148. Elle n'était pas en boisson, je veux spécifier ça à cause j'ai entendu quelques rumeurs. Elle a eu peur de l'état des routes. On s'entend qu'il y a eu une grosse tempête le 24 décembre. Elle a voulu prendre les chemins par en arrière pour éviter, premièrement pour retourner chez ma mère. Les plus petits chemins et non pas la route. Exactement, pour pas. Elle voulait justement rouler lentement, puis pas avoir quelqu'un qui la suive de trop près pour la stresser. Alors elle a pris les chemins de travers pour être plus sécuritaire. Malheureusement, les petits chemins étaient encore moins beaux que la 148. Alors, Elle a frappé un poteau d'Hydro-Québec. D'après ce que tu sais, d'après ce qu'elle vous a raconté, elle a frappé ce poteau-là et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a sorti immédiatement de son véhicule? C'est sûr que les délais de l'accident, ça reste à voir. On ne se rappelle pas, sur le choc, on ne se rappelle pas du temps. Elle a percuté le poteau. C'est sûr qu'elle a eu une petite commotion à ce moment-là à cause les coussins gonflables ont sorti. Au moment qu'elle a percuté le poteau, elle a eu une petite fracture au niveau de la colonne cervicale, ce qui indique aussi qu'elle a eu sa commotion à ce moment-ci. Quand elle a repris conscience,
elle a vu de la boucane, les coussins, elle a eu peur pour sa vie. Elle a voulu sortir de l'auto pour pas que l'auto prenne en feu puis qu'elle soit prise à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'elle s'est fait électrocuter à cause que le poteau était cassé puis les fils étaient sur son auto. Lorsque, bon, un peu plus tard, en fait, je crois que c'est 4 heures après, il y a finalement, oui, il y a un bon samaritain qui l'a aidé. Les ambulanciers sont arrivés sur place. On a remarqué qu'elle avait un pied en moins. Et ça, c'est à la suite de l'électrocution, c'est ça? Exactement. À la suite de l'électrocution, excusez-moi, comme l'ambulancier, j'ai parlé personnellement avec l'ambulancier, il ne comprenait pas, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas le pied. Fait que c'est vraiment là qu'on a su que c'est l'électrocution qui l'avait perdu, en fait. Puis, les engelures, tu sais, on dit Colline, elle a gelé pendant 4 heures de temps, c'est inconcevable, pauvre elle, mais c'est vraiment le froid puis l'hypothermie qui l'a gardé en vie, comme l'ambulancier m'a expliqué, là, le fait qu'il fasse froid, le sang envoyé tout, le cœur envoyait tout le sang aux organes, puis c'est ça qui l'a gardé en vie. Si ça aurait été l'été puis qu'il aurait fait chaud... Si le temps d'attente entre l'accident et l'arrivée des paramédics avait été moins long, qu'est-ce que les spécialistes vous disent? Est-ce que les résultats auraient été moins pires? Est-ce que les amputations auraient été moins pires? On n'a même pas posé cette question-là, je vais être honnête avec vous. Ce qui est très important pour nous, c'est de ne pas se dire si il aurait arrivé ça, s'il aurait arrivé ça, parce que sinon, on n'arrêterait plus. C'est vrai. Il faut vraiment accepter la situation. Puis comme je vous dis, on n'a même pas... Moi, personnellement, j'ai même pas pensé à poser cette question-là. Comme je le disais tantôt, il y a un bon Samaritain qui passait par là. Je crois qu'il s'appelle John. C'est l'homme qui l'a trouvé. Sabrina l'appelle son ange. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que John faisait dans ce coin-là? Comment il l'a trouvé? Lui, il vit proche, puis il fait la neige l'hiver. Puis il partait tôt ce matin-là pour aller commencer, excusez-moi mon anglais, mais ça run, Son trajet. Son trajet, exactement, excusez-moi. Puis il a vu l'auto, puis il s'est dit, je dois arrêter, faire sûr qu'il n'y ait pas personne à l'intérieur. Comme de fait, ma sœur était là. Puis tout récemment, là, dans les dernières semaines, le lendemain, en fait, de la fête de Sabrina, John et sa femme sont allés lui rendre visite à l'hôpital. Puis ça a été une journée très, très émotive. Après l'accident, bon, elle était dans le coma. Les médecins ont décidé de la réveiller pour lui demander de faire un choix, c'est-à-dire de vivre ou pas. Est-ce que cette décision-là semblait difficile pour elle? Pour Sabrina, aucunement. Aucunement. L'équipe sont même pas venus au fait de lui demander. Ils ont expliqué la situation à Sabrina. Puis Sabrina, ça a été clair et direct. Je veux vivre. Elle m'a dit personnellement, j'ai pas attendu 4 heures de temps dehors à combattre pour ma vie, pour partir au ciel maintenant. Et c'était normal pour la famille et pour les médecins de la réveiller et de lui poser la question à elle et de non pas prendre la décision de vous-même? Je vais être honnête avec vous, pour les médecins, c'était tout à fait normal. Pour surtout moi, mon père et ma mère, au début, c'était inconcevable. On ne pouvait pas imaginer la force que Sabrina a eue dans cette situation-là. Puis on ne pouvait pas imaginer de lui demander ça. L'équipe a eu une très, très grande taque avec Sabrina, puis ils ont fait ça parfaitement. Je crois que, écoutez, je crois pas que c'est la meilleure des décisions qui a été faite jusqu'à maintenant, là. Samantha, en termes d'opération, qu'est-ce que Sabrina a eu comme opération exactement?
Elle a eu plusieurs, je crois, au total, c'est 12 opérations. C'est sûr que ça compte plusieurs amputations et ils ont essayé de garder le plus qu'ils pouvaient, puis pour découvrir un petit peu plus tard que ça guérissait pas assez bien. Alors Sabrina s'est vraiment fait amputer le bras gauche, en haut de l'articulation, en haut du coude, la jambe gauche en haut du genou, alors au niveau de la cuisse. La bonne nouvelle, c'est que du côté droit, c'est un petit peu moins affecté. Les amputations ont vraiment été faites pour la jambe droite au niveau du mollet, puis pour le bras droit au niveau de l'avant-bras, alors avant le coude. Est-ce que ce sera possible pour elle, selon ce que les spécialistes vous disent, est-ce que ce sera possible pour elle qu'elle ait des prothèses éventuellement? Sans aucun doute, comme que les gens nous disent, on est en 2018, les prothèses ont beaucoup évolué. Alors, il n'y a rien d'impossible pour Sabrina. On va prendre une courte pause. Samantha, merci encore d'être avec nous, là. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de Samantha Mongeon, la sœur de Sabrina Mongeon. Samantha, parle-nous un peu de tes parents. Comment ils vont, comment ils vivent cette histoire-là? C'est sûr que tout le monde vit ça différemment. Ils vivent ça quand même bien. Un petit peu comme tout le reste de la famille. C'est vraiment Sabrina, je crois, qui nous fait comprendre, tu sais, juste sa volonté de vivre puis guérir. Je crois que quand on est face à ça, on n'a pas le choix de bien le prendre puis être fort pour elle. Fait que je pense que c'est vraiment dans cette situation-là que mes parents sont présentement. Il y a une campagne de sociofinancement qui s'appelle Grave accident de la route qui a été lancée, qui est toujours en cours sur le site $1 Gift. Comment ça se passe, cette campagne-là? C'est sûr, comme que le gros boom des médias est fini. Ça a aidé. Ça l'a très aidé. Écoutez, jamais je m'aurais attendu. J'ai augmenté l'objectif, pas par raison de vouloir plus d'argent, mais vraiment, quand que j'ai créé le sociofinancement, je m'attendais pas à faire face à tous les besoins que ma sœur voudrait. Plus que les jours avançaient, plus que je réalisais qu'Aline, elle peut plus faire ci, elle va avoir besoin de ça. Fait que c'est tout le temps de l'argent. Fait que c'est pour ça que j'ai augmenté l'objectif. Là, j'ai rajouté 30 jours au sociofinancement, vraiment pour atteindre l'objectif de 200 000. Puis encore là, pas pour avoir plus d'argent. Vraiment, je crois que quand on se crée un objectif, c'est le fun de l'atteindre. Puis, quitte à laisser le sociofinancement durer un petit peu plus longtemps, je crois que ça vaut la peine. Puis, pour les gens qui n'ont pas eu le temps de faire un don ou quoi que ce soit, ça leur laisse un petit peu plus de temps également. Il y a ta maman qui a dû arrêter de travailler pour prendre soin de ta sœur à l'hôpital, au CHUM. Cet argent-là va pas mal servir à offrir un salaire à ta mère, c'est bien ça? En fait, c'est pas nécessairement le salaire à ma mère, c'est plutôt vraiment un appartement à Montréal. On s'entend que les appartements à Montréal sont quand même très dispendieux. On lui a trouvé un appartement, faire des épiceries,
Le taxi, le train, on a un petit frère de 11 ans, moi et ma soeur. Alors, c'est le petit gars à maman aussi, là, fait que les fins de semaine, quand mon père va lui rendre visite, ma mère descend voir mon petit frère. Ma mère, je sais pas comment l'expliquer, je veux pas que ça sorte mal non plus, mais il y a Sabrina qui a vraiment besoin de ma mère, mais il y a aussi mon petit frère, que lui, la situation en tant que telle le déchire complètement. Donc, elle a besoin de ta mère également, là. Exactement, lui aussi a beaucoup besoin de ma mère, fait que là, ma mère, elle essaye de faire... Donc, avec son arrêt de travail, cet argent-là, puis on espère que tu vas atteindre l'objectif, cet argent-là va beaucoup l'aider, évidemment. Il y aurait un souper de financement qui aurait lieu bientôt. On a-tu des détails par rapport à ça? Pas nécessairement bientôt. C'est dans l'idée. C'est dans l'idée. On l'aurait fait prochainement. J'en ai parlé avec ma sœur, puis ma sœur m'a lancé l'idée d'être présente. Fait que ça fait qu'on va mettre le projet un petit peu plus tard pour permettre à ma sœur d'être présente, puis de remercier personnellement tous les gens qui l'encouragent, puis qui suivent son histoire. Pour l'instant, Sabrina ne fait pas de sortie publique parce qu'elle ne peut pas quitter l'hôpital, mais même si elle pouvait, est-ce qu'elle serait prête à le faire? Elle n'est pas prête nécessairement. C'est beaucoup de pression pour elle. Comme j'expliquais un petit peu plus tôt, Sabrina vit vraiment le jour. Qu'est-ce qui est important pour elle, c'est de bien se nourrir, faire sûr qu'elle ne souffre pas trop, puis de bien dormir. Fait on lui laisse le temps. Certainement. Oui, pas de pression. À 18 ans, Sabrina est en appartement et travaille à temps plein comme serveuse. C'est donc dire que c'était une fille... Parce que quand elle a eu son appartement, elle avait 18 ans, elle a maintenant 19 ans. Bon, donc à 18 ans, elle était une fille déjà autonome et très mature, c'est ça? Exactement. C'est ma petite sœur, mais écoutez... je crois qu'elle avait tellement une grande autonomie, très, très responsable. C'était comme ma jumelle. D'où vient sa force, selon toi, son courage? C'est pas mal ce qui a marqué le Québec au cours des dernières semaines, c'est cette force-là. D'où ça vient, selon toi? Honnêtement, j'en avais aucune idée, même que j'ai demandé à l'équipe médicale qui prenne soin de Sabrina. Puis eux m'ont vraiment expliqué que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans une situation comme Sabrina, même si on se l'imagine, il n'y a rien que d'être dans la situation. Puis sa force vient vraiment de cet événement-là. Écoutez, c'est inexplicable avoir une force comme ça. Puis, Tu me disais que quelques années auparavant, ou je ne sais pas le temps, mais elle a eu une période où elle était anorexique. Exactement. Est-ce que ça l'a aidé à se forger encore plus son caractère et à être forte pour cette épreuve-là de sa vie? Je crois que oui. Avec cette étape-là de sa vie, elle a eu beaucoup de cheminement. Elle a vieilli là-dedans aussi beaucoup. Fait que, d'après moi, oui, ça l'a aidé. Bon, on le sait, elle a décidé de vivre malgré l'amputation, je veux continuer à vivre, ça va bien aller. Elle était motivée. Est-ce que aujourd'hui encore, tu la côtoies là, une fois de temps en temps, est-ce qu'elle est encore motivée? Elle a encore cette motivation-là? Elle est motivée à 100 %. Ça revient de sa grande force, justement. C'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais sa motivation part pas pour autant. Est-ce qu'elle comprend un peu ce qu'elle va vivre au cours des prochaines années? Est-ce qu'elle est consciente? Elle est consciente de tout ça. À 100 % je pourrais pas vous dire. Comme pour l'instant, elle n'aime pas trop en parler. C'est loin pour elle. Écoutez, elle vit une grosse situation. Certainement. Puis, je le répète encore, le jour, c'est très important pour elle. Mais non, elle est très motivée. Puis, on lui a bien expliqué ce qui s'en venait. Elle a
célébré son 19e anniversaire récemment. Est-ce qu'elle a eu une journée spéciale? Écoute, en fait, moi, je pouvais pas être présente malheureusement. J'avais une entrevue. Mais ma mère, ma grand-mère ont réussi à faire rentrer des ballons dans sa chambre. Elle était très, très contente. C'est sûr qu'elle voulait pas rien faire de spécial, mais juste le fait d'avoir des petites ballons, puis pour elle, juste le fait de pouvoir dire « c'est ma fête aujourd'hui », c'était grand pour elle. Mais elle était contente, tout de même. Oui, elle était très contente. Toi, Sabrina, ou plutôt Samantha, excuse-moi, c'est mélangeant les deux noms. Tu vis à Buckingham avec ton copain, tu as un petit garçon, tu étudies à Compétences Outaouais. Dis-moi comment tu gères tout ça dans ta vie? Je le sais pas. C'est sûr, mon conjoint m'aide beaucoup là, avec notre bébé. Écoutez, s'il serait pas là, je pourrais pas y arriver, là. C'est vraiment lui qui me donne la force puis l'énergie de continuer, là. Mais sans tout, je pense que comme pour ma sœur dans cette situation-là, on a vraiment une force qu'on peut pas expliquer, là. Ta relation que tu avais avec Sabrina avant, elle ressemblait à quoi? Avant l'accident? Avant l'accident, écoutez, c'est assez particulier. Moi, je suis très, très protectrice envers ma petite sœur. C'est comme ma fille, tu sais. Tu l'as encore, tu l'as démontré en prenant la parole dans les médias. Là. Exactement. Donc, t'as encore cette... Oui. Fait que c'est sûr que ma sœur, on était proches, mais sans se voir à tous les jours. Justement parce qu'elle disait que je jouais le rôle de sa mère, puis elle aimait pas ça, là, mais c'était vraiment par amour. Puis rendue dans cette situation-là, c'est là qu'elle remarque, puis qu'elle remercie, en fait, tout ce que je fais pour elle, là. Puis évidemment, as-tu l'impression que cette relation-là va beaucoup changer? Écoutez, ça nous a rapprochés. C'est inexplicable. Juste le fait de ne pas la voir à tous les jours, ça me fait mal au cœur. Ça nous a beaucoup rapprochés, oui. En terminant, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui, ont supporté la famille, qui t'a supporté directement, qui a supporté directement ta petite sœur, également au cours des dernières semaines? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là? Même avec les semaines qui défilent, j'ai pas de mots, j'ai pas trouvé encore de mots assez grands pour remercier tous ces gens-là. Écoutez, c'est tellement gros. J'ai le cœur qui déborde d'amour. Ces personnes-là, entre autres, me donnent la force de continuer puis le courage de continuer. Je crois que ça aurait été beaucoup difficile sans tout leur support et leur appui. Samantha, ça a été un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Puis évidemment, on souhaite que du bien, que du positif pour Sabrina au cours des prochaines semaines, au cours des prochaines années. Merci d'être venu nous dire un peu comment elle va. Ça fait plaisir. Vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou, c'était Tribune Locale. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. En 1942, la compagnie Erco signe une entente avec le gouvernement fédéral pour participer à l'effort de guerre. Un bâtiment sera érigé sur la rue Paluc où des capsules à phosphore pour obus et des grenades à fumigène au phosphore seront fabriquées. L'usine d'assemblage sera nommée Projet 29.
The parent company of the company here, Albright and Wilson, took rock from Florida to England, but with the Battle of Atlantic, getting things across the Atlantic was a problem. So the expense and request of the government, the Buckingham plant was expanded, and phosphorus was produced here, packed in drums and shipped to Britain and used both for civilian and wartime use. One big operation was called the Project 29, the shell plant operation. But they found that a mixture of red phosphorus and shellac would make a beautiful dark brown smoke. They were made by the hundreds of thousands, and they employed about 300 girls, I think, 100 on each shift worked there. Il fallait avoir 18 ans pour rentrer dans ce plan-là parce que c'était très dangereux. Puis la journée où j'ai eu 18 ans, je suis allée me présenter, puis j'ai été engagée. Je pouvais aller travailler dans le département de ce que c'est. La première chose qui se faisait, ils mettaient des petites canettes. C'est environ 8 onces. La petite canette, après ça, il y avait un petit bouchon, la grosseur d'un 25 sous, qu'on déposait sur la petite canette. Ça marchait sur une slide. Et puis, il fallait souder le petit bouchon. De là, ils mettaient ça sur une table. Puis là, ça s'en allait à peu près à 10 pieds. Là, c'était un grand bassin d'eau. S'il y en avait une qui coulait, ils mettaient une épingle à linge pour montrer qu'elle avait un défaut. Quand c'était fini, que tout était parfait, là, c'était emporté dans un autre département. C'était mis dans des tubes. Ça, c'était mis dans des boîtes scellées parce que ça s'en allait pour la guerre. Moi, je me suis fait brûler sur un pied. J'ai eu des reliques à peu près pour 30 ans de ça. La première fois que je l'ai faite, je dois l'avouer, j'étais un peu nerveux. C'est toujours stressant les premières fois. Mais je me souviens quand j'ai eu 18 ans, mon père m'avait dit « On va y aller ensemble, tu vas voir, ça va bien aller ». Puis mon père, c'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de vraiment terre à terre. Puis c'est un peu lui qui m'a inculqué ces valeurs-là, en fait, d'être capable de se rendre jusqu'au bout. Quand tu donnes du sang pour la première fois, c'est comme un nouveau défi. T'es stressé, t'es un peu nerveux. Mais ça se passe tellement vite. Après, t'es tellement content de l'avoir fait. Puis depuis que j'ai donné, moi, mon premier don, j'attends plus qu'on me sollicite, je vais le plus souvent possible. Souvent, quand on veut aider, on est porté à croire que tout ce qu'on peut faire, c'est donner de l'argent. Mais donner du sang, c'est aussi important. Puis quand tu réalises qu'un don de sang peut aider à sauver autant de vies, pour moi, ça n'a pas de prix. Tant que je vais avoir la santé, je vais continuer à donner.